283 millions, alors ce n'est pas encore le chiffre d'affaires de Jam cette année, mais c'est un nombre qui a peut-être encore plus d'importance et de sens pour nous. C'est le nombre de messages que Jam, le petit robot qu'on a créé, a échangé avec sa communauté directement dans Messenger. Jam, aujourd'hui, c'est le premier média conversationnel 100% Messenger, le premier en termes historiques, mais aussi en termes de nombre, en termes de communauté, puisqu'on a plus de 600 000 personnes, notamment des jeunes entre 15 et 25 ans, qui échangent avec Jam, dont plus de 120 000 quotidiennement, qui vont discuter, donc comme vous le voyez sur la petite vidéo, avec Jam, directement dans Messenger, tous les jours, d'un sujet d'actualité. Et plutôt qu'un média qu'on va lire, une vidéo qu'on va regarder, parfois sans le son, en faisant autre chose, ou lire en diagonale, on est vraiment immergé dans la conversation avec Jam, qui nous pose des questions, interagit avec nous. On parle tous les jours de sujets d'actualité, en essayant de faire ressortir les grands enjeux sociétaux derrière ces sujets. Donc on va parler par exemple ces derniers jours de la crise des opioïdes, de la place des symboles patriotiques dans les écoles, du réchauffement climatique, des féminicides, de MeToo, etc. Tous les jours un sujet avec une actualité en particulier et on fait réfléchir notre communauté sur ces sujets. Et je suis très contente d'être parmi vous ce midi. On m'a donné la parole en me disant « Raconte comment tu as fait croître ton business sur Facebook ». Donc je vais vous raconter comment on l'a fait un peu malgré nous, en écoutant nos utilisateurs. Ce sont eux qui nous ont dit « On a envie d'avoir cette expérience sur une plateforme, en l'occurrence sur Facebook ». Et pourquoi je pense que, à minima, quand on commence une aventure entrepreneuriale, mais pourquoi pas aussi comme stratégie globale dans la durée, on doit utiliser pas uniquement, pas spécifiquement Facebook, mais les plateformes pour créer de la valeur, pour créer du contenu, pour se rapprocher de ses utilisateurs. Notre privilège, nous, aujourd'hui, c'est grâce à Facebook, grâce à Messenger, on est directement entre le message de la petite cousine, du petit ami, du groupe de potes. On n'a pas besoin de demander à nos utilisateurs « Téléchargez l'application, faites-nous de la place, ayez une bonne connexion Internet, apprenez à l'utiliser, créez-vous un compte, etc. » On est directement en contact avec nos utilisateurs. La question se pose souvent, et on me la pose souvent en fin de conférence ou quand j'échange avec quelqu'un du business model. Donc j'y réponds maintenant, comme ça ne pollue pas les esprits pendant la conférence. La façon dont on gagne de l'argent, c'est avec des marques, ou parfois des instituts gouvernementaux ou d'autres médias, qui veulent rejoindre la conversation pour échanger soit avec les jeunes, donc la communauté de Jam, soit en direct, ce qu'on appelle la marque blanche, avec leur propre communauté. Et une bonne conversation, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre la parole, poser des questions, aller dans les deux sens. Et donc, poser des questions, on a toute une activité de sondage, d'insight, de grandes consultations sur des sujets, valider une hypothèse, comprendre un usage, un marché, connaître sa notoriété, etc. Et la deuxième chose qu'on appelle dans le jargon brand content, donc c'est des conversations avec une marque. Donc, par exemple, une banque qui veut raconter comment ne pas être à découvert à la fin du mois, ou Spotify qui fait un contenu sur comment réussir sa soirée de rentrée et qui va utiliser Jam pour en parler avec les utilisateurs. Ce qu'on fait en marque blanche, c'est ces petits robots à la manière de Jam, parce qu'on y reviendra, nous on fait un chatbot, mais très différent des chatbots comme on a l'habitude de l'imaginer. C'est lui qui prend la parole, c'est lui qui crée du contenu, et c'est même lui qui pose des questions. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Et par exemple, avec Fitbit, on a créé pour eux un bot qui durait 1 semaine, où tous les jours, il y avait un challenge pour se remettre en forme, et à la fin, on pouvait gagner des montres Fitbit. On a une centaine de clients aujourd'hui, notamment des grands comptes, voilà, qui vont utiliser Jam, utiliser notre savoir-faire conversationnel pour interroger notre communauté ou la leur et leur transmettre des messages. Mais, comme toute bonne histoire entrepreneuriale, ça n'a pas du tout commencé comme ça. Au départ, on était une plateforme d'échange entre étudiants pour qu'ils se partagent des bons plans entre eux au sein de l'école. Alors, la plateforme, elle a eu un succès mitigé. En langage startup, ça veut dire un échec. Mais les startups ont quand même beaucoup de ressources. Et quand on dit échec, on peut aussi s'appeler pivot, dans le sens où au lieu de jeter l'éponge, on va juste réorienter sa stratégie, tester des nouvelles idées, une nouvelle techno, un nouveau marché, etc. Donc nous, on a imaginé plein d'autres idées pour continuer à créer de la valeur pour les étudiants. On était étudiants à l'époque, donc les jeunes comme nous. On a imaginé des applications, celle-ci qui n'a jamais vu le jour, qui était quand même une application qui posait des questions. Donc c'est-à-dire que plutôt que de se dire directement on va aller converser avec nos utilisateurs, on a imaginé d'abord qu'on ferait une application pour leur poser des questions et les aider à trouver des stages, des apparts, etc.
Donc on a fait tester cette application, donc Jean-Claude, Onuma, à l'accélérateur à Paris, Anas, notre premier employé, avec la bière, voilà, on fait des focus group, des tests utilisateurs, et on demande à Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle idée d'application? Et là il nous dit, mais moi j'en ai rien à faire d'avoir une énième appli, si tu veux vraiment m'aider, je cherche une salle de gym près de chez moi. Il y en a d'autres qui nous disent, je cherche un bar où emmener mon date Tinder, une idée de cadeau pour les 50 ans de ma maman, un stage en finance à New York, etc. Donc là on se dit, ok, donc on a vraiment tout faux, il faut vraiment qu'on reparte à zéro. Et on dit à Jean-Claude, entre autres, donne-nous ton mail, et d'ici 24 heures, on revient vers toi avec des idées de club de sport. Et donc là, on se met en mode, notre seul objectif, c'est de répondre à nos utilisateurs. Donc toute l'équipe est concentrée sur les recherches, la rédaction de messages pour envoyer des propositions, et tout ce qui est le reste, donc développer un back-office, designer une application, la mettre sur les stores, etc., on oublie. On fait ce qui est vraiment notre zone d'expertise et la valeur qu'on crée qui n'est pas créée par d'autres, et ce qui nous intéresse le plus, c'est cette conversation, cette relation d'entraide avec nos utilisateurs. Et tout le reste, on ne le fait pas. En 2 semaines, on a 800 personnes qui envoient au début des mails, puis rapidement des SMS, et je le raconterai après, on est passé sur Messenger à Jam. Donc en 24 heures, on a fait mieux qu'en 2 ans. Je ne sais pas si c'est triste ou pas, mais c'est la réalité. On était plutôt contents à l'époque. C'était un peu notre aha moment de se dire, OK, on a quelqu'un qui est content, qui revient, puisque Jean-Claude et les autres nous disent, est-ce que je peux te poser une deuxième question, qui en parle à leurs amis. Donc on a vraiment réussi quelque chose. La monétisation, elle est venue ensuite. On voulait déjà d'abord craquer ça. Donc petit à petit, on a professionnalisé notre back-office, on a rajouté un peu d'éléments de machine learning qui arrivaient à catégoriser les demandes, etc. Et on a conversé avec des centaines de milliers de jeunes qu'on a aidés donc, grâce à la conversation par SMS dans Messenger. Les réponses étaient exceptionnelles. On a eu tous les jours des milliers, des centaines de réponses de gens qui nous disent « c'est génial, Jam c'est comme un ami, j'adore discuter avec lui, etc. » Sauf que là, on se rend compte que les SMS, ça coûte cher. Les gens qui répondent en temps réel, ça coûte cher. Et en plus, même si l'expérience elle est chouette, les gens ne savent pas forcément quoi demander. Mais ce qu'ils aiment, c'est ne pas avoir une application à télécharger, c'est être en contact avec Jam, donc l'incarnation de messages que nous, on a imaginé au préalable. Et c'est vraiment ces côtés, cette relation qu'on a créée avec eux pour les aider dans leur quotidien. Donc là, on se dit, OK, on ne peut plus continuer comme ça de manière financière, technologique, sur ce côté question-réponse, mais il faut qu'on garde cette relation en direct avec nos utilisateurs. Donc on ne va pas faire une application, on va continuer sur la conversation. Et si on est un outil qui propose du contenu, plutôt qu'en réponse, et qu'on le diffuse à grande échelle, que ce soit en one-to-one, que ce soit en vidéo, en article ou quoi, qu'est-ce qu'on est? On est un média. Même si le terme peut faire peur ou peut paraître un peu figé, on est un média. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est de créer ce que je vous ai montré, ce média dans Messenger. On a créé un site à côté, donc hellojam.fr, puisque jam.fr était déjà pris, mais on ne s'appelle pas HelloJam, et qui va montrer, qui va recenser tous les articles que Jam a dans Messenger. Et quand je clique sur un sujet, donc par exemple là, les deepfakes, j'ai un petit aperçu du sujet, l'engagement, et c'est surtout ça que je voulais vous montrer, et en dessous, cliquer pour discuter directement dans Messenger et avoir accès au sujet. Cet engagement, on a à chaque fois entre 150 et 1000 commentaires par sujet. Pourquoi est-ce qu'on a un engagement tel? Parce qu'on ne demande pas aux gens d'aller sur une autre plateforme, de commenter en public, etc. Tout se passe dans Messenger. Et bien sûr, on leur demande tous les jours, à chaque fois, est-ce que tu veux publier ce commentaire sur mon site? Oui ou non, OK, etc. Et donc, qu'on leur parle de deepfake ou qu'on leur parle de lutte contre le réchauffement climatique, etc., d'autres sujets, tous les jours, on a cet engagement exceptionnel qui vient de la relation que Jam a créée avec ses utilisateurs. Donc pour moi, ce pari d'avoir créé de la valeur, créé tout notre savoir-faire, d'avoir mis dans Messenger et s'être débarrassé, dépollué d'autres outils qu'on avait besoin de créer nous-mêmes, ça a été hyper salutaire et ça a été remarqué par Facebook. On a fait un pari et ça a été super pour nous parce que Facebook s'est dit, OK, ils ont créé quelque chose que même Facebook n'avait pas imaginé
pour leur propre usage. Même quand ils ont ouvert au bot, ils pensaient que ce serait pour les business, pour réserver un resto, discuter avec un salon de coiffure, etc. Mais qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui créerait un produit directement dans Messenger. Donc j'ai pu intervenir sur la scène du F8 en Californie l'année dernière. J'ai rencontré Sheryl Sandberg, la numéro 2. Facebook a fait de la publicité sur nous. J'étais même pas au courant, je l'ai vu dans un commentaire. Enfin, ça a été super que ce pari soit récompensé. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, quand je regarde cette histoire, c'est toujours plus facile de regarder a posteriori avec du recul, c'est que le moment où Jam a vraiment changé le cours de son histoire, c'est quand on est vraiment entré en conversation avec nos utilisateurs, quand on les a vraiment écoutés. Et pas juste, je fais un formulaire de sondage, une étude de marché vaguement, je regarde ce que les gens répondent, et puis si ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire, je passe à autre chose, et je ne regarde pas, je mets dans un placard. Non, c'est vraiment, on a créé notre produit, qui était même un service au départ, et qui s'est productisé quand on a compris notre valeur, grâce à la conversation. Et du coup, je voulais un peu prendre de hauteur sur ce qu'on fait. C'est un chatbot. Moi, quand on me pose la question « qu'est-ce que Jam ?», je ne dis pas forcément que c'est un chatbot, ça c'est le moyen. Mais les chatbots aujourd'hui, qui a eu sa hype, qui change comme toute innovation. Au début, on n'y croit pas, après ça fait peur, après on le fantasme, après on s'y intéresse plus, et on se réintéresse petit à petit pour des vrais cas d'usage, on y reviendra. C'est 3 grandes tendances selon moi. La lassitude des applications, l'importance du messaging et sa croissance, et je l'ai mis en sous-brillance exprès, les progrès de l'IA qui sont pour moi du sucre pour fluidifier l'expérience conversationnelle sur les bots, mais qui ne sont pas du tout la matière première et vraiment l'intérêt premier d'un bot. La lassitude des applications, il y a quelques années, on téléchargeait tous, tout azimut, plein d'applis, on était super contents pour les événements, pour un truc même qui ne durait pas longtemps, un jeu, etc. Aujourd'hui, il faut quand même avoir vraiment envie pour télécharger l'application, donner son temps, se dire je vais la garder dans mon téléphone. On utilise en moyenne 10 applications régulièrement par personne. Et je fais le pari que jusqu'ici, jusqu'à midi, vous avez passé la grande majorité de votre temps ce matin sur votre smartphone dans vos applications de messagerie. Dans votre WhatsApp, Slack, email, messages, etc. Messenger, c'est là qu'on passe du temps quand on veut avoir une information, un service, entrer en contact, beaucoup plus que dans d'autres types d'applications combinées. En fait, pour moi, la conversation, c'est vraiment en train de devenir le Graal quand on veut créer un service. On est passé de l'ère des sites web aux applications mobiles, qui étaient au début un peu des sites web embarqués dans des applis, puis aux réseaux sociaux, et aujourd'hui, on utilise d'autant plus la messagerie sur nos réseaux sociaux. J'ai beaucoup de gens autour de moi, dont moi, j'avoue, qui ont désinstallé Facebook, mais qui utilisent Messenger, et qui consultent Facebook, parfois sur Safari, parfois sur leur ordinateur, mais on n'a pas forcément besoin de l'avoir autant dans nos téléphones. En 2018, 78% des utilisateurs de smartphones du monde entier envoient des messages tous les mois. Moi, quand je lis ça, je me dis que font les 22% restants. Et 60 milliards de messages sont envoyés chaque jour via Messenger et WhatsApp, donc 3 fois plus que le SMS. Et ça ne risque pas de s'arrêter, puisque selon Facebook, il est prévu que d'ici 2 ans, la base d'utilisateurs de messagerie augmente encore de 23%. En fait, on a beaucoup entendu parler des bots, et c'est quand même vraiment une tendance de fond, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont créés, donc 5 fois plus en 1 an. Et c'est en train d'aller vers, au-delà du B2C, l'entreprise. C'est une étude Capgemini qui dit que 80% des entreprises projettent d'installer un bot d'ici 2021 et 85% des interactions entre une entreprise et son client seront réalisées sans intervention humaine. Donc, qu'est-ce que c'est un bot ? Je vous l'ai montré rapidement avec Jam, mais si on sort un peu de Jam, qui est un peu particulier puisque c'est du contenu, sur du service, assez simplement, ça sert à gérer une réservation. En serviciel, j'ai par exemple accès à la météo, je peux acheter un billet de train, avoir du contenu sur Jam, accès au service après-vente. Bon, on n'est pas en train de faire décoller une fusée, de tomber amoureux de son bot. Le scénario à la Her où le bot il a la voix de Scarlett Johansson et ça devient notre confident et on est jaloux quand il parle à d'autres, n'est pas arrivé. Déjà, les bots n'ont pas la voix de Scarlett Johansson et Alexa non plus. Donc on en est loin et c'est assez simple finalement, assez droit au but, même si la conversation peut être très riche. Quand on crée un bot, on n'est pas limité à une conversation comme elle existe entre 2 particuliers, entre 2 humains dans Messenger. On peut utiliser donc, bien sûr du texte, des images, des gifs, des vidéos, des lieux, du son, de la musique, des boutons. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont faites pour fluidifier l'expérience et la rendre super riche. Moi, je vous ai parlé de mon expérience, qui est vraiment en particulier sur le messaging, mais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a aussi les groupes,
qui grossissent énormément est bien sûr le newsfeed. Si on prend les groupes, vous connaissez sûrement Wanted, le groupe Facebook, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros groupe Facebook français. Il y en a plusieurs par région, donc un groupe d'entraide qui a vraiment créé une communauté ultra engagée sur de l'entraide et qui à un moment s'est dit, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 4 ans, bon bah voilà, on a des utilisateurs, on a résolu un problème, bah maintenant ça suffit Facebook, on va sortir de là et on va créer notre propre site. Et donc ils ont dépensé beaucoup de ressources, d'énergie, d'argent, de temps pour créer leur site et ils ont dit à tout le monde dans leur communauté, bah, maintenant venez, on a créé un site avec encore plus de fonctionnalités, vous créez votre compte, vous avez des notifs, etc. C'est vachement mieux, sauf que personne n'est venu. Et donc au bout de 4 mois, ils l'ont fermé et ils sont revenus sur Facebook. Le but, c'est pas de créer le plus de fonctionnalités possible, le but, c'est vraiment d'aller à l'essence, au contraire, de ce pourquoi on est bon. D'ailleurs, il y a une statistique qui dit que plus un produit a de fonctionnalités, moins il est adopté. Donc, quand on est entrepreneur ou quand on crée des produits, quand on gère des produits, il faut toujours se dire qu'est-ce que c'est que ma valeur cœur, le fameux MVP, Minimum Viable Product, quand on commence, mais même après, se concentrer sur notre valeur. Et je trouve que cet exemple de Wanted, il est intéressant parce que leur valeur à eux, c'est de créer une manière simple d'aider les gens à s'entraider. Et créer un site internet, même si on peut s'entraider de manière encore plus fine et qu'il y a plus de fonctionnalités, bah c'est moins simple. Donc, ils perdent leur valeur. Je pense aussi à Live Mentor, l'école d'entrepreneuriat en ligne, mais pas que, qui a son site sur lequel on peut suivre des cours, qui a un forum sur son site, mais qui a aussi créé un groupe Facebook à côté, qui est ultra animé, ultra engagé, où les entrepreneurs peuvent interagir entre eux. Alors après, sur le côté feed, bon, on aime ou on n'aime pas, mais par exemple, Brut, je pense qu'ici, tout le monde a vu à minima au moins une vidéo Brut, mais beaucoup moins l'ont vu sur leur application mobile ou sur leur site. Elles existent parce que ça leur permet d'avoir pour leur cœur utilisateur un endroit encore mieux pour les voir, mais pour la grande majorité des utilisateurs, et qui est quand même importante, Facebook, suivre Brut et avoir accès aux vidéos, ou se rendre sur leur page quand on en a vraiment envie, ça suffit. Et Minute Buzz est allé encore plus loin en arrêtant, il y a 3 ans, son site internet. En disant, en affichant clairement, vous l'aurez vu ici pour la première fois, nous n'avons plus de site internet, tout se passe sur Facebook. Alors on peut se dire, oui, mais si je fais tout sur une plateforme, Facebook ou autre, du coup je deviens ultra dépendant. Qu'est-ce qui se passe s'ils changent d'algorithme? Qu'est-ce qui se passe si ils me bannissent l'accès? Ou tout simplement, qu'est-ce qui se passe si l'usage décroît et que du coup je n'ai plus de personnes qui voient mon service, mes actualités, mon groupe, etc. Moi j'ai lu un livre cet été qui m'a vachement intéressé qui s'appelle Deep Work, sur comment se remettre à faire du travail profond à côté du brouhaha qu'on a dans l'open space, etc. Et qui raconte que dans notre vie perso, quand on fait un choix, par exemple le choix d'utiliser Facebook, pour rester dans le thème, on va regarder s'il y a quelques bénéfices à utiliser Facebook. Donc par exemple, si je peux avoir accès à des événements et si je peux continuer de stalker mon ex du lycée ou savoir qui a un enfant ou quoi, bah, je vais rester sur Facebook. Mais je ne fais pas la liste des inconvénients parce que ça me prend le fait que ça me prenne du temps de cerveau, le fait que c'est pas ça pour moi une vie sociale riche, etc. Tant qu'il y a quelques inconvénients, j'ai pas envie d'en partir. En business, on fait souvent l'inverse. On va regarder les quelques inconvénients et on va décider de pas y aller s'il y a quelques points noirs. Donc on va se dire oui mais non parce que si on est sur Facebook, eh ben on est dépendant de l'algorithme, etc. Et on oublie, en fait, je trouve que c'est assez extrémiste et qu'on pourrait, la vérité se situe un peu entre les deux, c'est de se faire rationnellement une liste des avantages et des inconvénients. Et bien sûr qu'il y a des inconvénients à utiliser une plateforme comme Facebook. On parle effectivement, on est dépendant des algorithmes, etc. Mais déjà, moi, ma question, c'est quand et qui peut dire qu'il n'est dépendant d'aucune plateforme? Si je crée une application mobile, du jour au lendemain, le Play Store peut décider de me virer, et c'est arrivé. On est tous dépendants d'infrastructures, d'un écosystème de plateformes qui existe. À nous de voir jusqu'où on veut le faire, mais plus on le fait, plus on est dépendant, mais plus aussi on a de valeur et on a moins de choses à créer nous-mêmes. Pour moi, on est vraiment dans l'écosystème des plateformes aujourd'hui, dans l'ère des plateformes. Et ce qui compte, c'est bien sûr de créer ces outils à soi. Donc par exemple, Square pour payer, je vais utiliser... ils ont créé leur propre outil, leur propre terminal, mais bien sûr qu'ils n'ont pas créé un device pour permettre aux gens de payer chez eux.
ils se sont basés sur les smartphones et ils ont créé une application. Si on prend par exemple les bots vocaux, Alexa ou autres, l'avantage si on crée un bot là-dessus, c'est que tout de suite on est en contact avec l'utilisateur final. Tout de suite on est en conversation, on est en direct. On n'a pas. Alors j'imagine que personne ne va se dire je vais créer mon propre assistant vocal si je veux créer un bot. Mais on peut se dire, par exemple, si je veux que mon entreprise propose des recettes végétariennes excellentes, faciles à faire, pas chères, si c'est ça, par exemple, mon cœur de métier, je peux créer un bot de recettes végétariennes, ou alors je peux me dire, je vais me plugger à des méga-bots, des méta-bots de recettes, et il y a toujours le meilleur, le premier qui l'interroge sur les recettes végétariennes. Donc à soi de voir jusqu'où on va dans l'intégration dans la plateforme, mais ce qui compte, la question première, c'est toujours de se dire, quel est mon cœur de métier? Où est-ce que je suis meilleur, plus passionné, plus fort, plus unique que les autres? J'ai découvert ce site la semaine dernière qui fait des infusions bio, respectueuses de l'environnement, avec du packaging responsable. Leur objectif à eux, c'est d'avoir les meilleures recettes, c'est de créer du contenu pour vraiment évangéliser et devenir une référence sur cet environnement, cette proposition de valeur, mais s'occuper de la livraison, s'occuper de la supply chain, de créer les bocaux, etc., ce n'est pas leur métier. Ils vont utiliser des plateformes qui le font, ils vont utiliser des fournisseurs. Donc, leur but, c'est vraiment de créer le meilleur thé et d'évangéliser les gens sur leur vision. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quelle est votre zone de génie en tant qu'entrepreneur ou gens qui gèrent des produits, des outils, des services. Et quand je dis zone de génie, c'est pas de compétence ou même d'excellence. C'est vraiment ce qui fait qu'on est unique, qu'on est passionné, que notre unicité, c'est l'intersection de plein de petites choses qui font que personne ne propose ça et personne ne le propose mieux. Et comment est-ce que vous pouvez, une fois que vous avez déterminé ça, cette petite chose, c'est-à-dire ça fait du bien personnellement de la déterminer, comment est-ce qu'on peut être malin avec le reste, utiliser les outils à nos dispositions, au moins pour commencer. Ça, je pense que c'est obligatoire. On teste sa proposition de valeur avec les outils existants et peut-être pour continuer et pour créer de la valeur. Merci beaucoup. Elle est passionnante, je vous ai dit tout à l'heure. Et déjà, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, moi j'en ai quelques-unes au cas où, en préparant aussi des conférences. Est-ce que vous avez des questions, déjà pour commencer avec vous la salle? Oui, première ici. Bonjour. Bonjour. Quel est l'échec où vous êtes le plus fier? Votre plus bel échec? Ouais, mon plus gros vraiment le fail, c'est qu'en fait, j'ai eu cette idée de créer une plateforme pour les étudiants au départ, et je crois que j'étais en road trip pendant ce moment-là. J'ai eu l'idée, je me suis dit, c'est vrai que c'est relou de trouver. La première chose, c'était des cartons de déménagement, et puis après, trouver un appart et machin. Je me suis concentrée sur le problème pendant peut-être 15 minutes jusqu'à la prochaine station essence. Et après, je me suis dit, mais il faut créer une plateforme d'échange entre étudiants et en créer une par école. Et j'étais obsédée par cette idée. Le soir, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, mais c'est clair, je veux le faire. On va écourter nos vacances, je vais rentrer, je vais trouver un développeur. Et j'étais à fond. Et cette passion, elle a duré 2 ans. Et ça a quand même marché. On a eu 2/3 des étudiants de Sciences Po dessus. On a levé un peu de fonds avec les business angels de Sciences Po, d'autres. Enfin, il y a eu des premières choses. On a intégré Nouma grâce à cette idée. Mais en fait, c'était pas l'idée, c'était la passion que nous on mettait. On était tous les jours dans le hall d'entrée de l'école à faire s'inscrire les gens, on leur filait des tote bags, des mugs, on les inscrivait avec notre iPad à la main. Enfin, on a mis beaucoup d'énergie. Et du coup, toute cette énergie, elle a caché le fait que derrière, c'était pas la bonne idée. On avait identifié un vrai problème, l'accès à l'information, etc. Mais je pense que mon plus gros échec, c'est ça, c'est d'avoir été passionné trop vite par l'idée et pas par le problème à résoudre. Et quand je donne un seul conseil à un entrepreneur, à quelqu'un qui veut créer un projet, je lui dis, mais sois passionné par le problème. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Your solution is not my fucking problem ». Les gens s'en foutent de votre solution. Ce qui les intéresse, c'est le problème. Et quand vous allez interroger quelqu'un et que vous lui dites « Est-ce que tu as ce problème, je veux l'aider à résoudre pour toi ?» il y a plus de chances qu'il soit intéressé par vous et qu'il a envie de vous suivre que de lui dire « Hey, j'ai envie de créer une plateforme qui va permettre de faire ça, 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 ça. » Ouais, ça, c'est ton problème, quoi. Et voilà, c'est vraiment se dire quel problème je veux résoudre et ne pas avoir peur de pivoter, de tester d'autres choses, d'être juste obsédé, de se dire
Mais tant que j'ai pas résolu ce problème, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'attache à la solution. Ce qui m'intéresse, c'est de résoudre, de répondre à un besoin. Et moi, pendant 2 ans, j'étais vraiment très très attachée à cette idée de plateforme collaborative. Et c'est mes employés qui m'ont dit à un moment, là, on a levé des fonds, donc on a un temps donné, on va dans le mur. Donc il faut arrêter. Est-ce qu'il y a une autre question, là-haut? Oui, bonjour. Bonjour. Merci de cette présentation. Une question, vous avez fait le choix d'être derrière Messenger. Est-ce que vous vous posez des questions pour vous positionner derrière WhatsApp for Business, par exemple, ou derrière iMessage avec la version Apple Business Chat? Alors, on aimerait beaucoup aller sur WhatsApp, mais aujourd'hui, WhatsApp for Business, c'est très très limité. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de carrousel, tout ce que l'environnement qu'on peut avoir sur Messenger. C'est tiens, est-ce que tu veux, bonjour, je suis ta banque, est-ce que tu veux, tape 1 pour consulter tes comptes, tape 2 pour faire un virement, 3 pour parler à un humain. C'est pas la conversation pour moi, ça, c'est vraiment du service pur. Et si on crée un média dans Messenger, dans WhatsApp, pardon, on serait tout de suite limité. On a beaucoup plus d'outils pour faire une conversation agréable, fluide, avec du rythme dans Messenger. Mais j'attends que Facebook ouvre cette même plateforme à WhatsApp, à Instagram, ce serait génial. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Comment? Sur Apple, du coup, on s'est mis aux gens qui ont un iPhone. Donc tout de suite, c'est assez limitant. Et pareil, on n'a pas du tout tous les mêmes outils. C'est bien pour du serviciel, du confirmation de messages, de réservation, suivi de colis, etc. Mais quand le cœur du business, c'est la conversation et le contenu, aujourd'hui, à mon sens, il n'y a que Messenger qui permet de faire ça. Skype un tout petit peu, mais... Skype, en tout cas, débute un petit peu, effectivement, cette partie de bot et d'interaction. Est-ce qu'il y a encore une autre question dans la salle? Ouais. Comment vous voyez l'évolution de la voix par rapport au chatbot? Parce qu'on dit, voilà, l'avenir c'est la voix, et comment vous, dans votre roadmap, vous allez intégrer la voix? La voix, c'est encore bien plus complexe. Aujourd'hui, quand on interagit avec un robot, avec un voice bot, c'est une interaction, une réponse, c'est fini. Il n'y a pas du tout on peut pas discuter avec Alexa ou Google Home en disant tu penses quoi de ça? Ah oui, mais merci. Mais du coup, ça n'existe pas. Siri non plus. Il ne rebondit pas dans la conversation, s'arrête au bout d'une interaction. C'est quand même super limité. Mais moi, je pense que la voix va se développer, mais qu'on ne pourra pas se passer d'avoir une interface graphique. Et d'ailleurs, même quand je disais le texte va être le point névralgique de tous les services, oui, mais sans image, sans vidéo, sans son. En fait, je pense que tout s'enrichit et que le fil rouge peut devenir la voix quand la technologie s'améliorera. Mais on l'a vu, même Alexa, qui au départ était juste la tour que j'avais mis dans une des photos, maintenant il y a un écran. Parce que si je demande à Alexa qu'est-ce qu'il y a au cinéma en ce moment, s'il commence à me raconter la bande-annonce du prochain, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, le fil rouge peut devenir la voix, mais il faut que le reste suive. On a, en préparant, moi je me parlais dans une question, en préparant la conférence, hier, je ne sais pas pour ceux qui étaient sur la conférence avec nos deux du Crédit Agricole qui sont venus de San Francisco, le point qui était important, qui était pour une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une start-up ou une entreprise, c'est d'arriver à avoir une vision à long terme. La question sur la voix, effectivement, pourrait être un élément important. Mais finalement, le business d'une entreprise, c'est d'arriver à identifier qu'est-ce qui va lui rapporter du pognon tout de suite, d'ici donc gros de 0 à 3 ans, d'avoir une vision un peu à moyen terme de 3 à 5 ans, et une vision beaucoup plus longue entre 5 à 15 ans. Et donc du coup, aujourd'hui, par rapport à Jam, par rapport à ce premier PO que vous avez fait il y a 3 ans, du coup on est dans cette notion de conversationnel avec Messenger et autres. C'est quoi pour vous la suite logique en tout cas de Jam? Je pense que quand on regarde un peu le parcours de Jam, on voit bien que le moyen, nous on s'en fiche un peu, que ce soit une application, que ce soit un bot, que ce soit... Ce qui est intéressant pour nous, c'est de créer de la valeur pour les gens autour de nous, pour créer quelque chose de quotidien. Et donc aujourd'hui, on s'est vraiment orienté vers aider les jeunes à se forger une opinion sur les grands enjeux de société. Demain, on a envie aussi d'étendre notre cible, d'ailleurs pas forcément qu'en France. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider les gens à comprendre les enjeux de société
actuelle, d'une façon la plus simple, la plus fluide possible, trouver leur place dedans pour s'engager. Et ça passe aujourd'hui par Messenger, mais on fait aussi des événements physiques. On fait plein de choses en plus. On a lancé hier un bot culturel qui s'appelle Pablo. Enfin, notre but, c'est vraiment d'inspirer les gens. Et on le fait aujourd'hui avec Messenger parce qu'on trouve que c'est la meilleure solution. Mais on va continuer comme ça.